Bonjour Marco. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Marco, comment tu vas? Ça va, ça va. C'est la première fois que je monte sur le live. Alors, je vais profiter rapidement pour poser ma question. En fait, ce matin, j'ai réécouté un live de l'année passée qui parlait des marmites dans les familles. C'était en lien avec le vol d'étoiles. Donc, ma question est de dire, est-ce que cet aspect de marmite dans les familles-là, est-ce que c'est aussi une sorte de mécanisme de contrôle des gens dans ce système des bovins? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un mécanisme qui vise pour contrôler les hommes dans le système des bovins? C'est ça ma question. Ok, effectivement, euh, bienvenue à toi. Effectivement, oui, tu es monté aujourd'hui, c'est très bien d'ailleurs. Il faut savoir que le système des marmites, des marmitons, on se nomme marmitons, c'est effectivement totalement un système de contrôle. Parce que le marmiton est celui qui nourrit les égrégores ancestraux et qui nourrit les initiés. Donc, comment le fonctionnement en fait se passe, c'est que lorsque dans le système, il y a tout ce qui est euh, électronique, c'est-à-dire le monde électronique, c'est la sixième dimension. Donc, ce monde électronique, c'est principalement en fait le haut astral. Donc, ce haut astral-là règne des égrégores spirituels. Dans ces égrégores spirituels, vous allez retrouver les étoiles, le soleil, la lune et les autres divinités. En dessous d'eux, vous retrouvez en fait la cinquième dimension dans laquelle réside, c'est aussi une dimension électronique, dans laquelle résident les énergies spirituelles. Ces énergies spirituelles, ce sont ceux qui sont connus comme étant des ancêtres divinisés dans les spiritualités, ou qui sont connus comme des saints dans les spiritualités en fait du christianisme romain, les différents saints catholiques, etc. Ou alors, vous les retrouvez aussi dans les sphères du monde spirituel du bouddhisme. Donc là, ce sont des âmes qui ont été totalement transmutées et qui sont devenues des énergies. Et comme ils sont devenus esprits, ils sont devenus des énergies spirituelles. Eux, ils résident dans la cinquième dimension. Et en dessous d'eux, il y a la quatrième dimension. Et dans cette quatrième dimension, il y a les consciences qui sont là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les initiés ont accès justement en fait à cette quatrième dimension-là et selon les différents strates de ces quatrièmes dimensions. Donc, vous avez les plus hauts initiés et puis en descendant jusqu'aux initiés en fait basiques. Maintenant, quel est le rôle du marmiton à l'intérieur de tout ce système? Le marmiton, lui, il sert en fait c'est-à-dire il est celui qui nourrit à la base. Parce que, étant donné que le panthéon ancestral a un lien à travers le sang, du coup, le marmiton, qui lui est un initié, donc quelqu'un qui lui est transmuté, hein, cette personne qui est transmutée a accès justement au sang de sa lignée. Et c'est ainsi que elle prend des personnes de sa lignée pour mettre en fait dans la marmite. Et le système de la marmite permet de puiser justement en fait les énergies, que ce soit énergie vitale ou
ou énergie psychique, euh, etc., etc. Donc, ça leur permet de puiser cela et de le transmettre aux initiés du dessus, qui eux aussi puissent transmettre en fait ainsi de suite, jusqu'à ce que ça remonte aux énergies spirituelles, les énergies spirituelles qui remontent aux égrégores spirituels, et les égrégores spirituels ensuite consomment cela et redescendent en fait des bénédictions sur les énergies spirituelles qui eux redescendent sur les hauts initiés, et ensuite ça redescend, etc., sur les autres. Et ces familles là en fait qui eux sont purement en fait que le sang, vont aussi bénéficier de certaines ouvertures de portes afin que ils ne se doutent pas de tout ce système en fait qui fonctionne. Et ils vont toujours penser que ils ont leurs ancêtres qui les bénissent, qui les protègent, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt leur propre énergie, c'est plutôt leur propre source qui est fournie là-bas, et on leur donne après des miracles. Donc c'est totalement en fait un système de contrôle, et c'est même le système de contrôle principal qui puise en fait vraiment directement dans les familles. Donc voilà un peu par rapport à ton questionnement, Marc. Mais le marmiton, c'est à quelle échelle? C'est-à-dire, si on prend un foyer qui a un père, une mère et deux enfants, est-ce que le système, dans ce cas, met en place, je veux dire, il y a un marmiton dans cette famille-là, ou alors c'est la famille à l'échelle, à une certaine échelle, quoi? Oui, c'est la famille à une certaine échelle, c'est-à-dire c'est une lignée de sang. Le marmiton est l'héritier spirituel euh, de la lignée. Donc, vous avez toujours dans toutes les lignées, il y a les héritiers physiques et il y a les héritiers spirituels. Les héritiers physiques, ça va être par exemple un père qui a plusieurs enfants, plusieurs femmes, peu importe. Il se retrouve en fait avec plusieurs personnes en fait sous lui, et quelqu'un va hériter de lui. Ça, c'est l'héritier physique. Mais à côté de cela, vous avez ce père-là, lui-même fait partie d'une famille. Et cette famille, elle est nombreuse. Donc, il y a des blocs, et ces blocs-là vont justement avoir un héritier pour gérer tout le bloc spirituel. C'est-à-dire un héritier spirituel pour gérer tout le bloc. Cet héritier spirituel, c'est lui le marmiton. Donc, ça veut dire que par exemple, quelqu'un peut avoir son foyer, sa femme et ses deux enfants, mais lui, son foyer dépend d'un groupe. Et ce groupe-là a justement un héritier spirituel. Et cet héritier spirituel peut venir justement en fait prendre les enfants de ce foyer, ou même le mari, ou même la femme, et les mettre en fait dans la marmite. Parce que maintenant, quel est le lien qu'ils ont? C'est le sang. Le sang est le lien principal d'action. Donc, comme le sang de la lignée appartient, hop, ça fait partie. Maintenant, vous comprenez bien que comme c'est le sang qui est le lien principal, et que c'est lié en fait avec les égrégores ancestraux, c'est-à-dire les ancêtres. Ici, on ne parle pas d'ancêtres classiques, on parle des ancêtres méritants, parce que c'est eux les énergies spirituelles. Donc, comme cette lignée-là est liée à cela, ça fait que ils peuvent intervenir et puiser. Mais quand vous prenez par exemple l'exemple de quelqu'un qui a été doté, une femme, c'est-à-dire le monsieur, il a deux filles. L'une de ses filles est dotée. Et bien, quand elle a été dotée, elle a quitté le panthéon ancestral de ses parents pour appartenir en fait au panthéon ancestral d'un autre. Donc c'est eux là-bas qui vont la manger. Par contre, si
ce foyer-là a un fils et que le fils, justement, lui, prend une femme, ben, lui, le fils, là, il appartient toujours au panthéon de son père. Et du coup, la femme qu'il a prise, elle sera mangée dans le panthéon de son père. Donc, les marmitons de la lignée de son père et donc de la lignée du fils, là, bah, pourront consommer, en fait, cette femme qui vient d'entrer dans cette lignée. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, le système de marmite. Qu'est-ce que c'est qu'un marmiton? Ok. Pensez à me remonter les questions, hein, si jamais. Oui, si je vois, ouais, là, pour l'instant, il n'y a que ça. Ok. Qu'est-ce qu'un marmiton? Un marmiton est un initié spirituel. Quand je dis spirituel, un marmiton est un héritier spirituel d'une lignée. Que signifie héritier spirituel? L'héritier spirituel est un initié lui-même, c'est-à-dire il a subi une transmutation de sa conscience. Parfois, il a subi aussi une transmutation de son inconscient. Et cet initié-là, ben, il fait partie de la famille. Il peut être votre oncle, il peut être votre tante, il peut être, elle peut être votre tante, il peut être, voilà, même parfois vos propres parents, hein. Et justement, c'est eux qui ont l'autorité spirituelle sur le sang de la famille. Mais vraiment, ils ont une autorité spirituelle sur le sang. Donc, ils peuvent prendre des personnes et les sacrifier. Ça va jusqu'au sacrifice, hein. C'est-à-dire, on vous prend, on vous enterre. Spirituellement, vous êtes enterré. Et vous servez de nourriture, bah, à toute la lignée spirituelle. C'est ça, hein, le marmiton. Donc lui, il est celui qui met les gens dans la marmite. C'est pour ça qu'on l'appelle le marmiton. Il met les gens dans la marmite. Et quand vous êtes mis dans la marmite, vous êtes en train d'être cuisiné. Et quand vous êtes cuisiné, ben vous êtes servi pour être mangé. Dans certains, bah, ce sont certains aspects de leur bénédiction qui est mangé. D'autres, ça peut être parfois des mariages, ça peut être parfois, voilà, ça peut parfois être leur prospérité, leur chance, ça peut parfois être, parfois même leur joie de vivre, hein, parce que tout en vous est mangeable et tout en vous est commercialisable sur le marché spirituel. Donc, quand vous êtes entre les mains du marmiton, bah, vous êtes cuisiné, vous êtes mangé. Après, maintenant, pour sortir de là-bas, je ne vous dis pas la galère. Parce qu'ils ont accès à votre sang. Et du coup, bah, vous leur appartenez, en fait. Et non, pour vous arracher de là-bas, c'est un combat spirituel. Sans ça, vous ne pouvez pas. De vous-même, vous ne pouvez pas. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont cuisinés, hein. Ils ne savent même pas qu'ils sont... Voilà. Certains, carrément, quand ils ont fini de vous cuisiner, ils vous enterrent. Quand ils vous enterrent, c'est qu'ils ont décidé d'en finir avec vous. C'est-à-dire, ils ont décidé de faire le sacrifice final. Attention, le bruit, s'il vous plaît. Fama. Voilà, merci. Donc voilà, essayez de vous mettre dans un lieu plus calme, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes dans la marmite, bah, votre situation est grave, hein. Vous êtes emprisonné, hein. Vous êtes en prison. Bon, lorsque vous êtes enterré, là, votre situation est beaucoup plus grave. Parce que quand vous êtes enterré, c'est que vous finirez par mourir. Voilà, c'est qu'ils finiront par vous, par consommer en fait toute votre vitalité. Donc voilà, Marco.
Merci pour cet éclaircissement. J'avais une autre, je voulais parler d'autre chose. Il y a un live, on avait parlé des corps bioniques et j'avais parlé d'une série télévisée qui présentait bien cette façon cette chose-là. La série s'appelle Westworld. Alors, les gens peuvent taper sur le net pour voir un peu, mais vraiment cette série-là, quand je l'avais vue, alors, c'est-à-dire, ils ont créé tout un univers terrestre, un peu comme au Texas, aux États-Unis, là où les gens peuvent venir en exploration pour venir assouvir tous leurs désirs, tous leurs fantasmes. Et donc, dans cet espace-là, ils ont mis, c'est un peu comme à l'époque du Far West, là où ils ont mis comment on dit ça, plusieurs articulations, ce que les gens peuvent faire, d'autres qui veulent faire la chasse, d'autres qui veulent faire de la campagne, plusieurs activités. Et donc, du coup, les choses, c'est exactement comme du réel. Et donc, à un moment, donc, les personnes dans les corps bioniques, ces humains robots-là qui sont là-bas, à un moment, ils vont prendre progressivement conscience d'eux-mêmes parce que ils vont se rendre compte que les mémoires qu'on leur a mis vont s'entrechoquer. Et donc, ils vont commencer à se poser des questions. Et il y a donc l'acteur de la série là qui va avoir comme un réveil, qui va entraîner une sorte de révolution et leur sortie de ce système-là. Et donc, du coup, ils vont se mélanger maintenant avec les vrais humains. Donc, je conseille vraiment cette série-là pour faire un peu une analogie avec ce sujet. Très bien. Oui, je vois. Donc, la série, oui, ils disent un parc d'attractions peuplé de robots propose en fait aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques. Lancés dans l'Ouest sauvage, deux amis se retrouvent en fait plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque et les prend en chasse. Ah là, ils sont dans des problèmes. Mais effectivement, bon voilà, Westworld, qui vous parle en fait des biotech, hein, et à l'intérieur desquelles se trouvent en fait des consciences artificielles. Et justement, les gens, j'imagine, subissent en fait toutes leurs fantasmes dessus. Mais ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que les entités synthétiques euh, n'ont pas une faiblesse de corps tel les hommes. Donc du coup, bah, le jour où eux décident de se retourner contre les humains, bah, ça change la donne parce qu'ils sont ils sont beaucoup plus forts. Maintenant, ça c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de parler de la notion, par exemple, de la force. Par exemple, les humains, c'est pas que les humains sont faibles, parce qu'on a tendance à penser que les humains sont faibles. Les humains sont faibles tout simplement parce que euh, ils ont chuté dans la matière. Parce que qu'est-ce qui rend le corps fort? Ben, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui rend le corps fort. Quand l'humain ne vit pas au niveau de son esprit, ben, il est dans la matière. Et quand il est dans la matière, ben, il vit la faiblesse de la matière. Parce que qu'est-ce qui rend la matière forte? Ben, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, vous prenez les douleurs. Ben, l'humain qui est totalement dans l'esprit, ben, les douleurs sur la matière, il peut ne pas les ressentir. Parce que pour l'esprit, la matière n'existe pas. Mais vraiment, hein, pour l'esprit, la matière n'existe pas. Parce que pour l'esprit, ce qui est matière, c'est plutôt la conscience. La conscience est la matière pour l'esprit. Mais le corps, c'est-à-dire la chair, les os,
la chair, la peau, tout ça, pour l'esprit, c'est pas de la matière. C'est une, c'est une illusion. Voilà, c'est juste quelque chose qui a cru sur les os. C'est vraiment ça, hein. Donc, lorsque l'esprit domine sur les os, bah, il le durcit. Et lorsque l'esprit domine sur la chair, il le durcit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi les robots sont plus puissants? Pourquoi les consciences synthétiques sont forcément plus puissantes, même quand elles sont mises dans une matière synthétique, dans une matière biotech? C'est pas que la matière biotech est plus solide que la matière euh, classique, naturelle, mais c'est parce que eux, ce sont des consciences. Et en tant que conscience, ils évoluent dans les sphères des choses d'esprit. Donc, si pour eux, ils sont conscience, eh bien, leur conscience domine sur la matière dans laquelle ils sont. Et donc, ils sont plus agiles, ils sont plus puissants et ils font bouger la matière beaucoup plus vite. Et ils solidifient la matière beaucoup plus. Donc, forcément, ils ont un avantage indéniable vis-à-vis des hommes qui sont, eux, tombés, en fait, dans la matière. En gros, quand on parle d'homme tombé dans la matière, on parle d'esprit tombé dans la matière. C'est vraiment ça. Parce que l'homme, il est souffle de vie, donc quand il tombe dans la matière, il devient esclave de la matière. Donc du coup, c'est la matière qui domine sur lui, et non lui qui est esprit qui domine sur la matière. Donc voilà, ça me permet de faire une parenthèse en fait là-dessus avec le film qu'a proposé Marco Westworld. Et à ceux qui peuvent, hein, vous irez regarder. Ça vous parle de tout ce qui est biotech. Donc, vous comprendrez un peu plus là-dessus. Donc voilà, est-ce que vous aviez d'autres questionnements? Bonsoir, paix et amour. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, hein. Tu as raison, tu as raison. Faut Bonjour, pas être d'accord. relativiste. Bonjour relativiste. J'ai l'impression que les lives sur les pierres, là, je sais pas si mon bijoutier, il entend ça. Il m'a encore appelé pour me vendre encore une autre bague. J'ai dit, bon, je vais pas me retrouver avec une dizaine de bagues. Cette fois-ci, ça s'appelle la pierre. Il m'a dit le nom en français, l'œil du tigre. Bon, j'ai acheté quand même, hein. Mais c'est pas donné. Alors que j'ai regardé le prix de la pierre, c'est pas si cher sur Internet, même si, bon, voilà. Mais la bague, ça m'a coûté beaucoup plus cher que l'autre, par contre. Et en regardant ces histoires de pierres là, bon, j'ai vu que les deux bagues ont de bonnes vertus quand même, hein. Que ça soit le grenade là, le sonic là, que ça soit l'œil de tigre. Mais j'ai vu qu'apparemment, moi, ma pierre, c'était la pierre de lune. Donc aucune des deux. Bon, chaque pierre a ses fonctions. Mais je vais voir, j'aime bien, en plus c'est blanc, j'aime bien le blanc. Blanc avec un fond bleu, sorte de couleur en dessous de la pierre là. Mais je sais pas si ça se trouve, je vais voir avec le même bijoutier encore. Mais il faut qu'il arrête de me prendre pour sa poule aux œufs d'or, quoi. Parce que là, hein, on dirait qu'il entend les lives, peut-être qu'on ne le voit pas, il est quelque part là. Il nous écoute. Mais juste après le live, la dernière fois, il m'a vendu une autre bague, quoi. Bon. Et là, c'est lui qui m'a appelé spécialement. Ça s'appelle l'œil du tigre, c'est censé protéger et tout ça. Je l'ai gardé. Mais voilà, c'est un peu ça. Bon, apparemment, ta pierre d'œil de tigre là, c'est plutôt pour t'emmener dans l'initiation, hein. C'est le yin apparemment. C'est-à-dire, C'est le yin. C'est la pierre lunaire.
Ah bon, le lait du tigre pour là? développer. Bon. Ouais, c'est une pierre lunaire pour développer en fait l'aura féminine. Vu que tu aimes beaucoup Ok. défendre les femmes, là. Ouais, ok, intéressant. Parce que lui, il m'a dit, C'est, elle est bien pour toi. Elle est bien, elle est bien. C'est vraiment mon bijoutier, quoi. Même mes chapelets en argent et tout, c'est lui qui me les fait. Et ouais, c'est lui qui m'a fait ça. Il m'a appelé, quoi, spécialement pour ça, quoi. En gros, je te le fais à ce prix-là, mais ceux qui le recherchent spécifiquement, je leur vends ça beaucoup plus cher. Mais toi, je te le vends. Je te le donne à ce prix-là. Bon, j'ai pas trop discuté le prix, mais ça fait presque 100 euros quand même. C'est pas énorme, hein, mais bon, ça reste quand même 100 euros. Voilà. Bon. Mais d'accord, d'accord. La mais pierre, ça ça, vaut comment? c'est une initiation, hein. C'est une initiation, hein, ça. Ah, mais donc il faut que. Et ça, c'est positif, c'est négatif, il faut faire attention, il faut enlever, il faut quoi. Parce que moi, du coup, Ah, si c'est à moi que tu demandes ça, je te dirais c'est négatif. Mais si tu le demandes pour savoir ce que ça fait dans le système bovin, bah, ça leur permet de pouvoir capter l'énergie en fait lunaire. Mais le problème, c'est que quand tu captes l'énergie lunaire, tu peux te retrouver en fait dans des phases de lune sombre et maléfique. Et à ce moment-là, en fait, ça te détruit en fait ton aura. mais dans ce cas, moi, je vais chercher la pierre de Ça lune. t'assombrit. Voilà, bon, lui, il m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est que, ben, vu ce que je fais, bon, toi, tu sais pas exactement ce que je fais, mais, et j'ai jamais eu besoin de ces choses-là, mais vu le job que je fais, moi, t'as tout le temps des gens qui sont mécontents, on va te faire ci, on va te faire ça, on va, truc, des marabouts, des féticheurs et toutes ces choses-là. En gros, je suis juge, quoi, dans la vie, pour parler simplement. Il y a des gars que tu condamnes qui sont pas très contents, mais de toute manière, ça, tu le fais selon ton intime conviction et selon les éléments que tu as, et tu essayes de faire au mieux, hein, tu restes humain. Mais parfois, tu reçois de véritables menaces. Mais il n'y a jamais rien eu, quoi. Bon, j'ai envie de dire merci, quoi. J'ai jamais eu besoin de ça, tu vois. Mais au début, je me suis dit, bah, c'est joli. Surtout la petite bague là que j'ai mise. Mais là, s'il faut se retrouver avec une, deux, trois, quatre, je sais pas combien de bagues, voilà. Mais celle qui m'attire moi-même, ça par contre, ça c'est moi, ça m'attire. Celle-là, c'est la pierre de lune. Ça, c'est une pierre qui m'attire. Et c'est blanc, avec du bleu dedans, c'est magnifique. Ça, j'aimerais bien par contre. Maintenant, je vais voir si je trouve ça, peut-être enlever les deux autres. Oui. Mais lui, dans son explication, en gros, l'œil du tigre, si les gens ils essayent de te chercher, ou de trouver ton étoile, ou je ne sais quoi, bah, chaque fois, ils vont te voir ailleurs et te trouvent pas. Moi, c'est déjà le cas sans que j'ai cette bague-là, tu vois. Donc, en gros, ça me sert à quoi. Bon, en tout cas, je l'ai acheté, mais je sais pas trop, hein. Oui. Bon, après, bon, moi, je te conseillerais pas. euh, voilà, ta protection, c'est le créateur. Continue de mettre ta confiance dans le créateur et il te protégera. Tu vois? Parce que la pierre de lune, elle va te rendre accessible aux sphères lunaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens, ça va ouvrir en fait ton esprit sur le monde de la nuit, sur le monde des ténèbres. Et justement, ce sera soit à toi d'utiliser les énergies qui sont là-bas, mais si tu les utilises pas, euh, tu seras tout de même initié en fait dans le monde du yin. Parce que là, c'est vraiment le yin, c'est-à-dire les sphères de Ida. Tu vois, dans les spiritualités hindoues, tu as en fait les trois nadis principaux. Tu as Ida, qui représente le yin, l'aspect féminin. Tu as Pingala, qui représente le yang, l'aspect masculin, c'est-à-dire solaire. Et puis tu as Sushumna, qui représente en fait cette sphère de Kundalini qui neutralise un petit peu les deux au niveau de la colonne vertébrale. Et tu vois, ces nadis-là, elles s'entrecroisent autour de Sushumna.
Mais concrètement, ces nadis transportent en fait des flux d'énergie, des flux de chakras. Donc, lorsque tu te mets par exemple avec la pierre de lune, tu vas beaucoup plus développer tout ce qui est énergie féminine. C'est-à-dire, tu vas développer plus le nadi de Ida. Le problème, c'est que le nadi de Ida, lui, il est basé plus sur les sphères émotionnelles, artistiques, etc. Et c'est plus des aspects un petit peu, bah, un peu froids. Alors que l'aspect de Sushumna, c'est cet aspect solaire qui est beaucoup plus chaud, tu vois, et qui amène en fait vers d'autres sphères, plus le côté raisonnement. euh, voilà, donc c'est vraiment deux choses distinctes. Donc lorsque tu te retrouves par exemple avec le développement de l'aspect Ida, c'est-à-dire le yin, certes c'est vrai que tu seras plus caché dans le monde des ténèbres parce que ce soit les projections astrales pour pouvoir trouver quelqu'un se font toujours dans les sphères lunaires. Et si toi-même, tu as une pierre lunaire, ben, ça te cache en fait dans les sphères lunaires. Donc ça fait que c'est plus difficile en fait à te trouver. Mais par contre, ça va développer en toi plus des énergies en fait, des émotions féminines. Donc ça veut dire que dans ton métier, bah, ça peut te poser des problèmes, hein. Si jamais tu te retrouves dans trop d'émotions, ce sera peut-être difficile après de juger, hein, euh, pour ne pas rester totalement en fait neutre. Donc après, voilà, ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients. Là, je te l'explique vraiment selon le système de bovin. Et c'est à toi de voir. Ok. Parce que moi, j'ai un truc simple, hein. Quelque chose qui fonctionne, franchement. Généralement, je me casse pas la tête pour vouloir trouver autre chose, mais en même temps aussi, je me dis, on sait jamais, quoi. Voilà, on n'est jamais assez protégé. Et tant que c'est esthétique, c'est joli, que c'est pas trop, et que ça n'a pas d'influence négative, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, le problème, c'est la quantité, quoi. Après, quand on arrive à une, deux, trois, quatre, voilà, tu ressembles plus à, je sais pas, à une œuvre d'art qu'à un humain normalement constitué, quoi. Généralement, j'ai pas besoin de ces choses-là. Voilà, j'ai mon chapelet, ça me suffit largement pour faire ce que je veux faire. Mais c'est tout. Je jeûne aussi régulièrement, au moins 2 fois par semaine, donc en principe ça va. J'arrive à nettoyer pas mal de choses de l'intérieur, mais c'est tout, hein. Vraiment, tous les autres trucs là, je truc pas trop, mais bon. Ben, j'admets quand même qu'il y a une attirance, et je sais pas si c'est normal, pour cette fameuse pierre de lune là. Parce qu'en regardant les pierres, je me suis rendu compte que ma pierre à moi, c'était la pierre de lune, et que ben, c'est une pierre, quand j'ai vu comment elle est constituée, que j'aime particulièrement dans la couleur, justement, parce que j'adore le blanc. Et apparemment, l'astre auquel je suis associé aussi, c'est aussi la lune, tu vois, donc ça fait beaucoup. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Je me dis, à défaut, s'il en faut une seule, peut-être prendre celle-là et enlever les deux autres et les garder quelque part, quoi. Ou faire une bague qui combine les trois, je casse un morceau de chacun, je mets dedans, et puis c'est le tour est joué en mode arc-en-ciel, et puis je mets tout ça dans la même bague. Je sais pas si ça c'est possible. Si elles sont collées les unes aux autres, si ça ne fait pas d'effet négatif, mais mettre tout sur la même bague, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît chez la lune? Non, en fait, c'est le blanc qui me plaît. C'est-à-dire, ma couleur préférée, c'est le vert, mais je suis foncièrement attiré par la couleur blanche, ça m'apaise. Quand je dis le blanc, pas sur tous les plans, les femmes, je préfère les noirs, hein, loin s'en faut. Mais c'est pour dire que j'aime bien, c'est une couleur que j'aime bien, et même chez nous, indépendamment de moi particulièrement, au niveau de la famille, les trois couleurs, c'est le blanc, le bleu et l'or. Mais c'est un bleu particulier, c'est un bleu un peu violet, tu vois. Ça, c'est les couleurs de la famille même. Ça, c'est nos trois couleurs. Bleu, blanc et or. Donc, le blanc, naturellement, je suis attiré par ça. Et dans cette pierre,
en plus du blanc, tu as un peu de bleu et tu as un peu de couleur or, tu vois. Oui. Donc c'est une pierre qui m'attire, naturellement qui m'attire. Mais pourquoi elle m'attire, sincèrement, je sais pas. Mais la lune particulièrement, je sais pas si j'ai une attirance. Et s'il y en a une, je sais pas comment l'expliquer. Mais le blanc et cette pierre-là m'attirent, même si je l'ai pas expérimenté. Mais voilà, c'est un peu ça. Ok, je vois. Mais tu sais que le bleu, le blanc et l'or, bah, le blanc, tu vois, tu l'as associé directement en fait avec la lune. Le bleu, tu sais qu'il est associé en fait avec Amon. Et l'or, il est justement en fait la connexion, le lien de connexion. C'est-à-dire, le, c'est une couleur qui représente en fait les corps des divinités. Donc là, voilà, tu es en plein dans une union entre Amon et la lune. C'est cette union-là en fait dans laquelle tu te trouves. Et puis c'est les couleurs aussi, comme j'ai dit, c'est les couleurs même de la famille en fait. Parce on avait des royaumes, on avait voilà. C'était les couleurs c'était les couleurs de la famille, quoi. Donc Et quelle individuellement, était et quelle était leur spiritualité? Ils étaient forcément liés avec Imana, non? Ou bon, Ama. du côté paternel où il y avait ces couleurs-là, parce qu'en fait, il y a une royauté aussi du côté maternel, mais ça, c'est autre chose. Eux, c'est vraiment tradition à fond, à fond. Et là-bas, par exemple, on nous a interdit de mettre tout ce qui est fait avec de la terre. Les habits, par exemple, qu'on appelle les bogolans, là. Nous, on n'a pas le droit de mettre ça. Les garçons, on n'a pas le droit. Bon, pourquoi ils nous ont pas expliqué. Par contre, de l'autre côté, lui, il était plus proche d'une forme de soufisme, tu vois. Même si ça s'appelait pas comme ça, quoi. Il était un peu plus proche de... En gros, il travaillait avec des esprits, mais plus dans la direction, on va dire, un peu plus islam. Mais il travaillait pas en associateur, mais plus des esprits qui pouvaient voir et qui pouvaient... je sais pas si le terme contrôler, c'est bien, c'est pas tout à fait contrôlé, quoi. Mais en gros, il pouvait les voir, quoi. Il pouvait les voir. Il pouvait les voir et Oui, interagir. travailler en fait avec les djinns en fait pour pouvoir les utiliser. Bon, en fait, c'est pas ça tout à fait, justement. C'est-à-dire, c'est plus dans la famille, tu vas trouver que tu avais des endroits où le roi, il avait, par exemple, plusieurs femmes, et parmi les femmes, il y a une femme djinn, par exemple. Tu comprends? C'était pas vraiment travaillé dans le sens leur demander de faire des choses, mais c'était dans le sens où ils pouvaient les contrôler. Si quelqu'un, par exemple, a des problèmes avec un djinn, quel qu'il soit, eux, ils peuvent venir ou demander à des djinns à ce moment, effectivement, d'intercéder et de parler à celui-là pour qu'il arrête ces choses, quoi. Par exemple, plus dans ce sens-là, en fait. Mais pas travailler pour dire je veux telle ou telle chose, par exemple. Mais les mariages qu'ils faisaient en fait avec le djinn, Mhm. c'était, c'était, euh, c'était aussi une alliance qu'ils faisaient en fait. Oui, mais ils les faisaient généralement après leur quatrième noce. C'est-à-dire qu'ils se limitaient à 4 femmes. Parce que eux, quand j'ai discuté beaucoup avec le grand-père, je lui ai dit, bon, c'est l'histoire de 4 femmes en islam et tout ça. Il me dit non, en fait, avant c'était beaucoup plus. L'islam a régulé en diminuant. Je dis comment ça? Il dit, il y en a qui en avaient 15, une vingtaine. Parce que chaque royaume que tu vas conquérir, ben, pour s'assurer une stabilité de son royaume, le roi te propose sa fille, par exemple.
Ça peut être une alliance avec tes enfants, mais dans l'idéal, ce serait l'alliance, elle est mieux avec toi. Donc tu as des rois qui se retrouvent avec parfois des cinquantaines de femmes, et tu vas trouver qu'il y a une quarantaine qu'ils n'ont jamais touché de leur vie, quoi. Elles sont femmes, elles sont là, bon, c'est plus des alliances qu'autre chose. Et maintenant, comme c'est limité à 4, au-delà de 4, ils prenaient des femmes djinns. Parce que comme ils disent eux-mêmes, bon, elles prennent l'apparence de qui tu veux, quoi. En gros, c'était leur manière à eux de délirer, quoi. Je veux qu'elle ressemble à Beyoncé aujourd'hui, à Rihanna demain, et je sais pas, Monica Bellucci après-demain. En fonction de mon humeur, voilà, je décide à quoi je veux qu'elle ressemble, quoi. Mais à côté, il avait déjà ses autres femmes. C'est particulier. Oui, non, mais c'est bien que tu dis ça parce il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire à ça, c'est-à-dire ils ont du mal à réaliser que les djinns sont bel et bien hein, en action dans le monde et qu'ils peuvent très bien en fait prendre des apparences en fait humaines pour pouvoir en fait se mettre avec des gens. Et du côté traditionnel, eux, ils ont des capacités qui consistent à prendre le contrôle d'un animal. C'est-à-dire que quand on dit que la personne se transforme en animal, ça doit exister. Mais par exemple, du côté traditionnel, chez nous, c'est pas, dans la famille, c'est pas ça. Eux, ils arrivaient à prendre le contrôle de l'animal. Donc, c'est comme s'ils se projettent en esprit, ils voient ce que voit l'animal, et il peut diriger l'animal en lui demandant d'aller dans telle ou telle direction et de faire telle ou telle chose, mais il ne se transforme pas lui-même en animal, en fait. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, oui. Ça, c'est ce que certains appellent l'échange-peau. C'est-à-dire la personne projette en fait sa conscience dans l'animal comme une espèce de projection astrale, hein. Sauf que ils projettent directement en fait leur corps astral dans l'animal, avec bien sûr leur conscience. Et du coup, ils prennent le contrôle en fait de l'animal. C'est comme une forme de possession hein, par un esprit humain. C'est un peu comme une forme de possession par un esprit humain. Et ça leur permet justement en fait de pouvoir regarder à travers les yeux de l'animal. C'est comme ça que beaucoup voyagent et peuvent voir en fait ce qui se passe en fait ailleurs. D'autres les appellent les change-peau. D'ailleurs, vous les avez retrouvés hein, dans des films comme Game of Thrones et tout ça où on vous les montre, hein, les change-peau. Voilà. Et ça, vous avez... Et moi Il y a plus beaucoup de jeune, gens qui beaucoup font plus ça aussi jeune, avec des chats, hein. chat, serpent, le chien, Voilà. le lion, Et c'est du beaucoup coup, plus rare. Mais ça arrive. Euh, il y a des oiseaux aussi avec lesquels ils le font. Mais l'un des trucs, l'un des meilleurs réceptacles, apparemment, c'est le serpent. Et bon, ça aussi, c'est particulier. Bon, je vais pas rentrer dans trop de détails là, hein, parce que quand même, voilà. On a des sorciers sur Internet, là. Mais, voilà, on nous a, bon, on nous a tous, bon, pas tous les premiers garçons, parce que chez nous, c'est particulier. Tous les premiers garçons, parce que c'est toi qui es censé régner, quoi, en gros. Dès la naissance, on te l'a sur plusieurs formes et à plusieurs endroits, tu vois. Et c'est censé te protéger. Donc, ce qui fait que chez nous, généralement, ben, les premiers garçons, ils s'emmerdent pas avec ces choses-là. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais normalement, c'est d'autres qui s'occupent de leur protection, pas eux-mêmes. Normalement. Mais c'est toujours mieux de se protéger aussi, quoi. Mais normalement, nous, on nous protège depuis la naissance. Ils mettent en place un certain nombre de choses. Mais quelle que soit ta protection, il y a forcément toujours des choses plus fortes aussi qui existent ailleurs, hein. oui, tu disais le relativiste. Tu parlais des... Nous, les premiers garçons, comme c'est eux qui sont censés régner, tu passes par là, demande au monsieur. C'est eux qui sont censés régner, donc dès la naissance, on te lave à plusieurs endroits.
et à plusieurs âges. Et c'est censé te protéger. Et on te dit qu'en gros, tu n'as pas à t'occuper toi-même de ta protection, ils s'en occupent à ta place. Donc tu n'es pas censé... c'est pas que c'est interdit, hein, mais en gros, tu n'as pas à te préoccuper de ça, quoi. Préoccupe-toi d'autres choses, y compris de ta gouvernance et de tout le reste. Bon, on n'est plus dans des périodes où il y a des histoires de gouvernance et tout ça, hein, quoique, hein. Mais on continue à nous laver comme ça. Les premiers garçons uniquement, pas pour les autres. Les autres, il y a un truc généraliste, mais spécifiquement pour les premiers garçons. Mon père était premier garçon, moi je suis premier garçon, mon grand-père était premier garçon, etc. Mais du coup, ils ont fait, vu qu'ils sont mis un peu sur cette sphère du soufisme, ils ont fait un petit peu Ils ont fait du une espèce sacrifice. de syncrétisme, C'est voilà, du ça? syncrétisme avec le... C'est à Oui, fond du syncrétisme même, c'est même pas un peu. C'est vraiment à fond du syncrétisme. De leur côté à eux. Et du côté de l'autre grand-père, eux, ils te lavent une seule fois. Et ils te disent, ils exagèrent quoi, mais ils te disent avec ça, même si tu te fais avaler, je sais pas pourquoi on dit cette expression d'ailleurs, même si tu te fais avaler par un démon, il va te vomir. Ton goût sera indigeste. Bon. Mais eux, ils te lavent une fois. d'accord. Et ils vous lavent à quel âge? Bon, le premier lavage, ça c'est quand l'enfant est entre 0 et 1 an, je ne sais pas exactement à combien de mois. Ça c'est le tout premier. Le deuxième c'est à 7 ans, le troisième c'est à peu près à 14 ans. Et normalement après c'est 21 ans. Et après c'est fini. Après il y a d'autres fois où tu peux le faire et à d'autres Ah, on a niveaux. du mal à t'entendre. Je Ça dis coupe un peu. normalement, en gros, c'est des cycles de 7 ans à peu près Ça pour le coupe un peu lavage. au niveau du deuxième. Oui, je dis normalement c'est 7 ans à peu près, tu vois, chaque 7 ans. Mais maintenant, à partir de 21 ans, on peut te faire la suite des différents lavages que tu dois faire jusqu'à l'âge d'à peu près 40 ans. Et une fois à 40 ans, tu dois faire aussi un autre lavage. Mais après, en principe, tu n'as plus de lavage à faire, quoi. Ça, c'est du côté d'un côté. De l'autre côté, eux, il n'y a pas d'âge spécifique. Ils décident à un moment donné que c'est le moment où ils doivent te laver. Ils te prennent, ils te lavent. Et ils te lavent une seule fois. Mais à l'époque, je pense que j'avais peut-être 20... ouais, peut-être 30 ans. Je devais avoir la trentaine. Mais eux, ils le font une seule fois. C'est une fois. Ça, c'est côté maternel, du coup. Ok. C'est côté maternel. Mais eux, par contre, c'est les traditionnalistes. C'est pas, il n'y a pas de syncrétisme, de quoi que ce soit. Là-bas, tu dis que tu veux faire une mosquée. On te dit, si tu es un homme, fais ta mosquée. Tu vas pas finir ta mosquée et toi-même, tu resteras pas, quoi. C'est vraiment des... Bon, maintenant, ça va. On s'est calmé un peu. On a même une mosquée, mais sans toiture, ni ventilo, ni quoi que ce soit. Et c'est moi-même qui fais le forcing avec la maman, là. Pour qu'au moins, on ait un lieu pour ceux qui sont là-bas et qui veulent prier, parce qu'il faut quand même une liberté. Et même là, il fallait que l'imam soit quelqu'un qui est lié à la famille royale, parce que ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ils ont le contrôle sur tout, quoi. Mais eux, là-bas, c'était des vrais traditionnalistes au sens pur du terme, quoi. Mais là-bas, par contre, la Et lignée, ils c'est sont... par la maman. C'est la maman, c'est la femme qui donne, c'est par la mère qu'on détermine qui est roi, parce que dans leur tradition, on est sûr de l'enfant de la mère, mais on n'est pas sûr que c'est l'enfant du père. Mais c'est logique en plus, hein, Ok. ce qu'ils disent. Voilà. On est sûr que c'est l'enfant de la mère, mais on n'est pas sûr que c'est l'enfant du père, quoi. Donc quand c'est l'enfant de la reine, qui est elle-même d'une lignée royale, ben oui, on sait que c'est le roi. Mais c'est pas le roi qui garantit la pérennité, quoi. Même si c'est le roi le chef, hein, même qui dirige, mais c'est la mère qui donne le pouvoir.
Mais par contre, la personne, c'est quand même un mâle, c'est ça? Un mâle Voilà, la personne qui est issu qui d'une va, lignée royale féminine. voilà, exactement. Donc, c'est le patron, c'est un homme, mais c'est par la femme qu'il devient le patron. Si la femme, Oui, par mais exemple, et si si le la roi mère... se marie avec une, non, avec une femme qui n'est pas une reine, ben, l'enfant ne peut pas régner. Ok, mais si la reine est partie prendre une grossesse dehors, donc Peu ça importe. veut dire que c'est une autre lignée qui va venir prendre la place de la lignée royale actuelle. C'est ça? Oui, Ça changerait un oui, peu. oui, peu importe, parce qu'on sait que la reine a déjà ce sang royal-là. Même s'il est mêlé à autre chose, on accepte. Par contre, si c'est l'homme, Ils si adorent. c'est le roi qui marie même Quel est une leur... autre femme, hein, Oui. c'est-à-dire il marie même une reine, mais qui n'est pas reine de par sa lignée, de par son sang, de par son rang, il la marie, ils ont des enfants. Normalement, ces enfants ne peuvent pas régner, parce qu'ils n'ont pas de sang royal. Ok. Même si le roi, lui, on considère qu'il a du sang royal par sa mère, et qui se marie avec une femme qui, elle, n'a pas de sang royal, son enfant, il ne peut pas régner. Il faut absolument que ça soit une reine. Donc, ce qui fait que tu te retrouvais Ok. parfois, et ça, c'est des pratiques très bizarres, hein, que je Oui, ne, et que je ne contre est-ce pas. qu'ils adorent le serpent? Ils adorent le serpent? Bon, ça, tu me poses trop de questions, mais paradoxalement, euh, eux, non. Ils adorent pas, mais Ah, ça a coupé. ils adorent pas, mais ils protègent. Ça a coupé, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Je dis ils adorent pas, mais ils protègent. Ça a coupé, on n'a pas bien entendu. Je Ok, dis ils ils n'adorent. adorent pas le serpent, mais ils protègent le serpent, c'est ça? Et quand je dis ils protègent, dans le sens où ils vont te dire, ben, il faut éviter de les tuer, quoi. Sauf quand il y a véritablement un danger. Il ne faut pas les voir pour les tuer parce que parfois ils peuvent être là pour te protéger. Et il y a des histoires qui te racontent, notamment par rapport à des jumeaux, où il y a le serpent qui les a sauvés. Il était caché en dessous de l'endroit où il dormait et qui les a sauvés contre certaines attaques. Donc, quelque part, c'est comme, pas un totem, mais en gros, il ne faut pas le tuer, quoi. Mais ça, c'est, voilà, ça c'est plus, ça c'est commun même aux deux, hein. C'est commun même de l'autre côté où ils sont syncrétistes, pareil, ils ont un truc particulier pour les serpents parce que c'est des gens qui sont venus du Ouagadougou Bida, l'origine. Donc c'était des Soninké qui sont montés jusque dans la zone du Sénégal, là, qui sont installés, qui ont fait leur petit royaume tranquille et qui ont agrandi au fur et à mesure. Et là-bas, à l'époque, c'était la loi du plus fort. Donc ils viennent, ils te cassent la gueule, ils prennent contre toi, ils en marient une ou deux, et puis voilà. C'était malheureux, mais c'était comme ça que ça se passait. Ça s'imposait par la force. Pas beaucoup de diplomatie à l'époque, quoi. Ok, super. Ah, merci en tout cas, c'était très instructif. Bon, bonjour ES, bonjour Johnny. Bonjour, bonjour Bonjour. à vous, bonjour au plateau, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. On t'écoute, hein, ES. Oui, bonjour frère Éveil, bonjour de la part, bonjour tout le monde. Oui, alors, enfin, ma question elle peut attendre, hein. ES, je te laisse le temps de t'exprimer. Donc, bonjour, bonjour. Ah ouais, je suis revenu là. Par rapport à la dernière fois, vendredi, j'ai pas pu être là. Bon, j'avais promis que je revenais ce mardi. Par Oui, rapport à oui. la problématique que j'avais posée ici, et où j'avais posé la question de savoir ce qu'on vous trafiquait sur ma tête avec cette attaque dangereuse et terrible que j'avais eue là. Bon, j'avais cru entendre qu'il fallait que je revienne cette fois-ci, qu'on puisse peut-être me donner des réponses, peut-être
pour que je puisse bien comprendre ce que je crois peut-être avoir compris. Bon, je sais pas, je suis pas sûr. Tu as expliqué en fait que tu avais reçu une attaque voilà, chez toi Oh oui, indirectement, c'est ça? oh oui, 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 que le chat, j'étais encore dans ma, si je peux rappeler, peut-être que ça va vous revenir. Oui, s'il C'était te un plaît. jour là, un jour, un soir, il était tard là, il était environ minuit, minuit passé, minuit 30. J'étais rentré tard et puis j'étais en train de m'apprêter à faire mes prières avant mes ablutions, avant de m'endormir. Et pendant que je me préparais, je dois dire que j'ai une cour, j'ai un jardin, j'ai une cour. La plupart des chats de mon quartier, je ne sais pas pourquoi, c'est la maison, j'habite dans un quartier, dans une zone où il y a des maisons avec jardin. Chaque maison a son jardin. Donc, ma maison a le jardin aussi, mais la plupart des chats qui appartiennent à cette maison qui a le jardin, ils viennent, passent beaucoup plus de temps dans mon jardin la nuit, le soir. Donc, je découvre ça souvent la nuit quand je sors, ils fuient, ou bien même en journée, quand il n'y a personne, je les trouve là. Donc, ce jour-là, je suis rentré et je tente de me préparer pour aller dormir. Je vais faire mes prières, les ablutions et tout. Et j'ai entendu donc un des chats crier terriblement. Bon, il y a souvent ces bagarres entre eux. Bon, je reconnais quand même ce genre de cris. Mais là, c'était, et je me suis tout de suite penché dehors. J'ai eu enfin une sensation bizarre. Je me suis penché au dehors pour voir. Et j'ai vu ce chat fuir. Il était seul. Il n'était pas deux, il était seul. Il fuyait de tout allure. Alors, j'ai eu la chair de poule, là. Puis, j'ai senti que j'avais de la visite. Donc, voilà, j'ai essayé de répandre le gros sel, j'ai essayé de lire quelques psaumes. Et puis, bon, certaines petites choses, et puis je suis allé me coucher. Quand je me couche, je crois que je n'ai pas fait 25 minutes, 30 minutes, c'était relativement court. Je me suis retrouvé hors de ma chambre. Je dois dire, dans ma chambre, madame était là, j'étais dans la chambre, et ce jour, ma fille s'était déplacée de sa chambre pour venir se coucher dans notre chambre, dans notre lit. Et à l'étage, donc, il y a 3 chambres et il y a une douche. Donc là, quand je me couche, je me retrouve donc, je suis en train de rêver, enfin, c'est comme si c'était la réalité. Je suis en train de sortir de ma douche pour revenir dans ma chambre. Et quand je me retrouve donc en train de sortir de ma douche pour revenir dans ma chambre, et c'était vraisemblable, hein, c'était exactement comme la réalité, je trouve donc mon cousin là debout, avec le dos tourné. Donc, je ne sais pas que c'est lui, mais je vois quelqu'un qui est dans ma chambre debout avec le dos tourné. Ah bah, je suis impressionné. Tard, la nuit. Et bon, je m'approche, je dis, mais vous, c'est qui? Il se tourne, je vois que c'est lui. Et le temps pour moi de dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a ouvert les yeux, c'est-à-dire qu'il a eu une réaction de m'ouvrir brutalement les yeux. Je me suis retrouvé paralysé complètement. Je ne pouvais plus bouger. La seule chose qui bougeait, c'était ma pupille, mes yeux. Le reste, j'étais complètement paralysé. Et donc, du coup, il s'est mis à faire des choses sur ma tête là. J'ai vu qu'il faisait des choses. Enfin, je sentais comment il faisait des choses, mais je ne pouvais pas bouger. Mais je dois dire que au moment où il se tourne là comme ça, immédiatement, les lumières rouges, ma chambre, ça s'allume en rouge. Tout est rouge. Comme la lumière rouge là. Et je vois tous les insignes que je connais des sociétés secrètes, des loges et tout. Tous ces insignes là, même l'étoile de David, tout ça dans ma chambre, dans les murs de ma chambre. Sur les murs. Tous ces trucs-là, je vois tous ces insignes. Alors j'ai immédiatement compris que là, c'était pas bon. Pas bon du tout. J'ai compris qu'ici, j'étais là en train de mourir. Et je savais que mon corps, j'étais conscient que mon corps était sur le lit, que madame était couchée sur le lit, que ma fille était sur le lit. Et là, maintenant, je comprenais que là, j'étais cuit pour moi et que le lendemain, là, sûrement, ma femme devait se réveiller, elle devait voir que je suis mort. Alors je me suis mis... Et là, sur place, je ressentis toute la douleur, enfin, pas la douleur, toute l'obscurité que mon cousin là ressentait dans son cœur. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je sentais tout.
il était devenu obscur, il était devenu ténébreux, il était devenu méchant, une méchanceté que je ne peux même pas dire. Et je sentais ça, je ressentais tout ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de me parler. Et il m'en voulait à mort. Je ne comprenais pas. Et moi, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors qu'il avait tout, il était bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il se retrouve dans cette situation? Mais qu'est-ce qui lui j'avais pitié. Enfin, paradoxalement, au lieu de me préoccuper de ma situation, j'étais en train de me préoccuper, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce frère, à ce cousin? Et il y a une voix qui m'a dit, oh, bats-toi. Tu es en train de mourir là. Si tu ne te bats pas pour sortir de là, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Donc, je me suis concentré là, en prière, là, en moi, et c'est comme ça que j'ai trouvé la force de me réveiller dans le lit. Donc, quand je me suis réveillé dans le lit, je me suis assis. Madame dormait et tout. J'ai regardé la position où, dans la chambre, effectivement, j'étais immobilisé. Je suis resté là un moment, après, je suis descendu reprendre des trucs de sel et tout et tout. J'ai prié encore, et il était genre. Enfin, je ne me rappelle même plus l'heure. Et puis, je me suis rendormi. Je ne peux pas dire que je me suis vraiment rendormi. Et j'ai attendu le lendemain matin. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé, il ne décrochait pas. J'ai insisté, ça sonnait, il ne décrochait pas. Pourtant, je le voyais en ligne. Bon, c'est après, j'ai demandé à mon frère de l'appeler. Mon frère l'a appelé. Mon frère lui a dit, bon, écoute, il dit que non, ben, c'est pas vrai, et tout, et tout. Bon, de toute façon. Donc, voilà un peu. Je vous ai décrit cette scène la dernière fois. Et il me plaisait de savoir un peu qu'est-ce qui trafiquait sur ma tête. Parce que j'avais l'impression qu'il faisait quelque chose sur ma tête, je ne comprenais pas. Et il le faisait de manière brutale, rapide, il était pressé. Il faisait vite, 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 rapidement, rapidement. Et là, j'ai terminé. Merci. Merci d'avoir pu nous, nous redire à nouveau. Ok, je me souviens. Non. Monsieur, c'est filtré. Mais tu vas plus le faire. Quoi? Non. Donc, il y a... Ah, que puis-je te dire, ES? Que puis-je te dire? Le problème, c'est que je n'ai pas le droit euh, de te... Je n'ai pas le droit de te parler. Je peux t'expliquer ce qui se passe, mais je n'ai pas le droit de faire un travail avec toi parce que mon boss est très fâché contre toi. Mais je peux t'expliquer ce qui se passe. Oui, il y avait un peu de bruit là. Ok. Je te disais que je peux t'expliquer ce qui se passe, mais la seule protection dont tu as besoin, parce que effectivement, il s'est passé quelque chose avec toi. La protection que tu as besoin, c'est la protection du Créateur.